is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Si j'avais dû définir le Québec avant de m'installer ici, sportif n'est probablement pas le qualificatif que j'aurais cité en premier. Alors créatif, bienveillant, heureux, ça oui, mais sportif, ça ne s'imposait pas plus que ça, à vrai dire. Mon approche a commencé à changer quand je voyais des voisins de tout âge prendre régulièrement une marche, comme on dit, et ce, même s'il faisait moins 15 et qu'accessoirement on était en plein confinement. Alors du coup, je me suis demandé, y aurait-il un tel besoin de bouger ici au Québec ? Puis j'ai vu les salles de sport, les gyms, comme on dit, pousser comme des petits pains, et qu'en plus elles étaient particulièrement pas chères, et j'ai vu des patinoires naturelles un peu partout dans les parcs. Au beau jour, j'ai vu des vélos, j'ai vu des kayaks, et de nombreuses personnes s'équiper pour aller faire de très longues sorties en forêt. Faut dire que les forêts ici sont pas mal grandes. Enfin, je me suis intéressé au sport pro, version Québec, pour m'apercevoir que le pilote de Formule 1 Lance Stroll est québécois, que l'excellent joueur de tennis Félix Auger-Aliassime est québécois. Bref, après un an d'observation, mon image du Québécois lascif blotti près du feu pendant 6 mois de l'année en avait pris un sacré coup derrière la casquette. Alors vu que je ne pouvais visiblement pas me fier à mes seuls a priori, et à mon sens de l'observation aussi développé que mon talent pour la glisse en patin, je me suis dit qu'il fallait mieux poser les questions à quelqu'un qui sait. Salut Martin. Bonjour Jean-Michel, ça va bien? Ça va très très bien, et toi? Oui, tout à fait. En pleine préparation sportive, à ce que j'ai compris. On a jasé un petit peu Oui, c'est avant ça, l'émission. les compétitions là, recommencent là, après là, presque, je veux dire, 2 ans là, d'arrêt, donc c'est très stimulant. La vraie vie. Martin, bon, ça y est, les gens connaissent ton prénom, mais il faut quand même que je te présente un petit peu plus. Martin Beauregard. T'es fondateur et entraîneur chez Transit Transit Endurance. Excuse-moi, j'écorche ton nom. C'est le matin, je savonne. Je t'ai prévenu avant. Voilà. Et t'as un parcours très original et de mon point de vue assez inspirant. C'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui, parce que tu as fait tout un parcours dans l'éducation avant de te lancer dans cette aventure Transit Endurance il y a assez peu, avec en plus un parti pris dont on va pouvoir discuter. Donc du coup, je pense que l'émission devrait être pas mal intéressante. Ouais, en tout cas, je souhaite. Tu vois, j'ai réalisé que ça fait
Ça fait 27 ans là, que j'étais dans le monde de l'éducation. Donc, en août, pour la première fois en 28 ans, j'aurais pas de rentrée. Donc, c'est bizarre, mais c'est curieux, mais je trouve que c'est très, très motivant, là, ce qui se passe présentement, là, pour moi. Et c'est pas, j'allais dire, alors, dérangeant et pas le mot, mais un peu déstabilisant quand même, parce que 27 ans d'habitude, de réflexe, tout d'un coup comme ça. Enfin, t'es pas à la Non, retraite, mais mais c'est un peu comme si beaucoup de gens qui partent à la retraite après une vie professionnelle très dense ressentent un manque. Ah, mais tout à fait, parce que la rentrée, c'est vraiment stimulant quand tu arrives puis tu vois que ça soit des nouveaux élèves ou des étudiants que tu n'as pas vus là, depuis la fin des classes. Là, c'est vraiment c'est génial de les revoir. Donc oui, c'est vraiment déstabilisant, mais je veux dire, avec les projets qui sont là présentement pour moi, donc c'est vraiment excitant. Donc je pense que j'aurais pas là, ce petit syndrome-là là, des retraités là, qui des fois là, s'ennuient. Ouais, c'est marrant que tu dises que ce soit déstabilisant, effectivement, notamment le rapport ou le manque de rapport avec les élèves. Parce que dis donc, il me semble qu'il y a une élève qui t'a un petit peu marqué et qui a un peu peut-être aussi réorienté ton parcours professionnel de manière indirecte. Parce que là, je te vois, il se trouve que moi, j'ai la chance d'avoir la vidéo. Bon, on a un corps d'athlète devant nous. Il paraîtrait qu'il y a une élève qui soit moquée d'une légère bedaine, dis donc. Ouais, donc c'est pas un souvenir là, super agréable à se remémorer, mais ça a quand même eu un impact là, énorme là, pour moi. Donc, j'étais entraîneur de basketball là, pendant. Là, en fait, j'ai fait ça là, jusqu'à tout récemment. Et il y a une année où j'avais la même équipe depuis 3 ans, et puis il y a une jeune fille de secondaire 5 qui m'a dit Hey Martin, t'as une petite bédaine. Donc ça a vraiment, ça a fait mal là, sur le coup, là, vraiment, là, j'avais les genoux cassés. Ah oui, je me Euh, doute. mais dès le lendemain, là, j'ai sorti les souliers de course puis j'ai recommencé à courir. Puis je m'étais pas rendu compte, mais elle avait vraiment raison. Je veux dire, il y a une différence là, de 40 livres là, avec ce que je pesais là, Ah lorsqu'elle oui, l'a dit. 40 livres, à peu près 17 kilos, c'est ça? Euh, ouais, à peu près. Là. Waouh. Ah oui, ça Donc, commence à compter quand même. ouais. Puis j'ai su par le tailleur qu'à chaque fois que tu prends 10 livres, c'est 1 pouce que tu perds sur tes pantalons. Donc moi, je pensais que je grandissais encore, Hmm. mais au final, c'est plus que je prenais du poids. Donc, c'est grâce à ça que j'ai commencé à courir. Puis, tu vois, ce qui est bien de la course à pied, c'est que tu peux progresser là, très, très rapidement. Donc, j'ai commencé à courir. Au début, c'était très difficile. Puis, le pire, c'est que je suis éducateur physique de formation. Donc, vraiment, là, c'était Oui, là, pourtant, c'est ton truc. tout un choc. Mais commencer à courir, à voir des améliorations, du succès, à aimer ça. Euh, puis avoir là, de bons résultats. Donc, ça a vraiment changé le cours de ma vie. Puis, c'est devenu là, une habitude. Là. Je pourrais pas me passer là, de course à pied ou de sport là, comme tel. Comme quoi, tu disais, hein, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à se remémorer, à ceci près que, j'allais dire, une remarque un petit peu anodine, un petit peu moqueuse, au final, change radicalement une vie. Ouais, vraiment. C'est Vraiment, j'en peux imaginer là, ce qui serait passé parce que dans le fond, ma fille avait 2 ans, donc tu prends des habitudes un peu, là, tu t'occupes plus de la famille, Mhm. un nouvel emploi où souvent on allait manger au restaurant. Donc ça prend pas de temps là, que ton corps change, tu t'en rends pas compte. Je te confirme. Quand je regarde des photos de cette époque, là, c'est toujours un peu troublant. Cette histoire t'a amené à des, avant qu'on parle du sport, du sport en général, de ta vision et des conseils que tu peux donner éventuellement, mais t'as amené à des situations absolument dingues. Est-ce que tu peux me raconter j'allais dire l'anecdote? Ouais. Je pense que le mot est mal choisi finalement. On va dire l'histoire autour du marathon de Boston. Oui, en tout cas, je sais pas si tu un amateur de course à pied, mais le marathon de Boston, c'est la quête là, de tous les coureurs. C'est un peu là, je veux dire, les Jeux olympiques là, pour les athlètes du Ah, c'est marrant dimanche. parce Donc, que pour moi, je pensais que c'était le marathon de New York, la Mecque des marathoniens. non, c'est vraiment Boston. C'est vraiment Boston. Puis c'est très difficile de se qualifier. Donc, quand tu changes de dizaine, là, comme cette année, je viens d'avoir 50 ans, ben, c'est une bonne nouvelle parce que normalement, tu es parmi les plus jeunes, donc ça devrait être plus facile de te qualifier. Donc, à l'époque, là, j'avais autour de 40 ans et le temps pour se qualifier, c'était 3h15. Mais même si tu réussis le temps, ça veut pas nécessairement dire que tu as une place. Il faut que tu sois parmi les plus rapides. Donc, c'est vraiment, là, c'est pas la première occasion là, que j'avais réussi. Mais lorsque ça s'est fait, là, c'est vraiment, ben, c'est génial. T'es tellement heureux. Tu dois t'entraîner pendant l'hiver parce que c'est au mois d'avril. Et moi, malheureusement, là, dans les semaines qui ont précédé, là, je me suis blessé. Je devais attendre pour une intervention chirurgicale, donc j'ai pas pu me rendre à Boston. Ok. Et le jour de la course, j'étais au travail, puis on avait une rencontre là, après les cours.
Et là, mon téléphone se met là, à sonner, à biper. En tout cas, j'avais des textos là, de partout parce que les gens croyaient que j'étais à Boston. Et moi, je le savais pas, mais il y avait eu, c'était la fameuse année là, des attentats qu'il y avait eu là, près de la ligne d'arrivée. Donc, tout le monde était inquiet. J'avais des amis qui étaient là, mais sur le coup, moi, j'étais encore fâché. Quand tu vois pas les images, tu dis, les gens disent, ah, ben, t'es chanceux, t'étais pas là. Je dis, ben non, j'aurais voulu être là, mais quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu les images, quand j'ai aussi vu le moment auquel ça s'est passé, euh, j'aurais eu terminé là, le Ah, c'est marathon, ça, puis j'aurais... ça correspondait au temps que tu étais censé faire, donc tu aurais dû être à l'arrivée au moment où ça a pété, en fait. En fait, j'aurais été là, je venais juste de terminer, puis j'aurais été en train là, de chercher mes parents puis ma fille. Donc là, ça m'a vraiment vraiment troublé. Puis quelques années là, par la suite, il y a un documentaire là, sur Netflix qui racontait là, l'histoire, là, pas le film là, Mhm. Patriots Day, mais c'est vraiment un documentaire sur les attentats. J'avais les larmes aux yeux, j'avais la nausée là, quand tu réalises que tu aurais pu être là, puis qu'une blessure dans le fond qui défait tes plans d'une certaine manière, on pourrait dire là, que ça m'a sauvé la vie, donc c'est pas banal. Ah, c'est pas banal parce qu'au final, on commence par une réflexion, j'allais dire anodine d'une élève qui change ta vie, qui te remet à la course à pied. La course à pied t'amène au marathon de Boston. Finalement, c'est une blessure. Donc encore quelque chose d'un peu chiant, un peu comme la remarque de la jeune fille, un truc pas très agréable. Mais là encore, c'est une blessure qui va, j'allais dire, changer le cours de ta vie ou peut-être te permettre de la continuer parce que bah, malheureusement, ça a été assez dramatique. C'est d'ailleurs, je te parlais de New York parce que moi qui viens de France, hein, tu le sais, le marathon de Boston, la première fois de ma vie que j'en ai entendu parler, c'est à l'occasion de cet attentat. Le marathon dont on parle partout et dont tous les Français, tous les amateurs de course à pied veulent faire, c'est le marathon de New York. Voilà, pour ça que j'étais étonné. La seule fois où j'ai entendu parler de ce marathon, c'était pour effectivement quelque chose d'assez dramatique. Donc on se retrouve avec deux événements pas très sympas qui finalement changent radicalement ta vie et peut-être aussi ta vision de la course à pied parce que bah, moi je me dis que s'investir autant pour faire du temps, pour se qualifier, parce que tu vas m'expliquer tout ça parce que moi courir plus de 5 minutes j'en peux plus quoi, mais j'imagine enfin c'est quand même c'est quand même une sorte de sacerdoce pour au final se rendre compte que bah merde t'aurais pu jouer ta vie Mm-hmm. à la fin du truc. J'imagine que derrière ta vision du sport change et évolue forcément. Ouais, ben tu te rends compte aussi de la chance que tu as. Tu sais, si tu passes par-dessus là, l'histoire des bombes, le fait d'être blessé, moi j'ai ragé, là, ça a été super long, on savait pas là, si c'était possible là, de simplement là, de faire l'intervention. C'est une déchirure du labrum, donc c'est un cartilage là, qui était amoché. Mais ça a été très long pour avoir l'opération et après ça la remise en forme. Puis mon désir est encore là de me qualifier pour Boston. Là. Je veux dire, j'avais pas oublié là, cet enjeu-là. Mais c'est vraiment la chance. Tu te dis ah ben quand ça te manque, tu t'en rends pas compte. Moi, je veux dire, aller courir, là, j'adore ça. C'est loin d'être une corvée. Mais quand tu peux pas, quand ça, on t'empêche, là, puis tu peux pas contrôler. Donc ça a été vraiment difficile. Donc à chaque fois là, que je sors, que ce soit pour courir ou même pour rouler, je me dis, ah ben, je suis vraiment chanceux là, de pouvoir le faire. Ah, ouais, c'est sûr. Ce qui est super bien avec toi, c'est que outre ces histoires assez dingues personnelles, comme tu as ce parcours d'éducateur très très long et aujourd'hui de coach et de pratiquant aussi, hein, je sais que tu es en plein entraînement, t'as forcément une vision de la place du sport au Québec et dans la société québécoise qui moi m'interroge pas mal. J'aimerais bien avoir ton œil là-dessus. Tu vois, aujourd'hui encore, malgré le petit speech d'introduction que j'ai fait, j'aurais du mal à... Est-ce que la société québécoise est fondamentalement une société sportive? C'est quoi son rapport avec le sport? Moi, je te dirais que c'est assez paradoxal. Il y a vraiment les deux extrêmes. Là. Tu vois, là, quand on parle de sport chez les jeunes, d'activité physique et de saines habitudes de vie, il y a l'association là, de physiologie de l'exercice là, qui a publié là, un réel bulletin, puis les notes, là, c'était pour les élèves canadiens, les notes étaient affreuses, là, que ce soit le sport. Le seul endroit où ça allait bien, c'était les sports organisés, qui sont organisés la plupart du temps dans les écoles. Mais pour le temps de sédentarité, c'est sûr que là, le temps devant les écrans là, a explosé. Je pense qu'on est rendu à 4 heures par jour. Les transports actifs, tu as plus de 60% des élèves qui prennent l'autobus scolaire. Donc vraiment, là, c'est assez difficile. Puis dans les écoles, ça devrait être là, 1 heure par élève là, par semaine au secondaire. Puis au primaire, c'est 2 heures.
Mais c'est loin d'être ça. C'est souvent la première chose là, qu'on coupe. Même si on dit l'éducation, c'est important, la santé, c'est important, ben, quand on fait des nouvelles constructions d'écoles, ben, souvent, ce qui coupe, c'est la taille du gymnase. On rappelle ça. Même chose, je dirais, on est tellement craintif maintenant avec la météo que les récréations, ben, l'hiver, s'il y a un petit peu de glace ou s'il fait froid, ben, on reste à l'intérieur. Donc, ces deux moments-là, mettons 2-15 minutes, qui permettraient aux jeunes de faire de l'activité physique, ben, sont coupés. Puis même chose pour les adultes. La pandémie a fait en sorte qu'il y en a beaucoup, comme tu disais au début, là, de gens qui vont prendre des marches. Le premier ministre n'arrêterait pas de le recommander. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'activité physique. Il y a encore un nombre plus important qui sont vraiment sédentaires. Et ça, c'est inquiétant, là. Puis je te dirais qu'on est quand même chanceux au Québec parce qu'on est l'une des provinces quand même les plus actives, la plus active là, parmi les autres provinces canadiennes. Mais par rapport au sport comme tel, ben, tu as des gens qui ont décidé de s'y lancer à fond. Comme toi. Oui, oui, mais il y en a plusieurs, puis ça n'a pas besoin d'être un objectif là, je veux dire très très grand. Là, ça peut être justement de sortir à tous les jours. Tu vois, par rapport au sport, je te dirais, là, moi, ça m'affecte un peu comme justement éducateur physique de voir qu'on met pas plus de temps là, souvent dans cette discipline-là. Mais les écoles privées ou même les écoles publiques maintenant ont des programmes particuliers pour attirer une certaine clientèle. Donc, tu vois, il y a des écoles qui vont se vendre ou se vanter d'offrir là, 1 heure vraiment par jour ou des programmes spécifiques en sport-études. Donc, ça donne au moins là, un petit peu d'espoir. Mais sinon, faut compter des fois sur des gens très actifs dans le milieu qui ont des fondations. Je sais pas si tu connais Pierre Lavoie. Oui, bien sûr. Bien sûr, on voit très souvent à la télévision. Vraiment, ça a commencé là, au départ, là, malheureusement, lui, il a perdu 2 de ses enfants à cause de l'acidose lactique, et puis il a décidé de faire la tournée là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa région, pour ramasser de l'argent là, pour la recherche et conscientiser les gens de la région parce qu'il y avait une forte prédominance là, de cette maladie là, dans le coin. Et au final, maintenant, aujourd'hui, ben, il organise des activités, que ça soit là, la course. Donc, les écoles là, secondaires ou les cégeps peuvent s'inscrire, partir de Québec et revenir à Montréal en course à pied. Et pour pouvoir participer, ben, ces jeunes-là doivent offrir des activités dans des écoles primaires de la région. Récemment, là, il y avait là, 1 million de kilomètres avec Pierre Lavoie, donc il fallait les gens aller inscrire leur activité. Et puis, ben, ça a été 3 millions de kilomètres, 220 000 personnes qui ont embarqué. Il a lancé les cubes d'énergie, des périodes de 15 minutes, et puis le 15 minutes des parents comptent. Donc, les enfants mettaient de la pression sur leurs parents, leurs grands-parents pour aller faire une activité, pour avoir plus de chances de gagner le concours. Et c'est rendu à un point où les médecins peuvent prescrire des cubes d'énergie, donc peuvent prescrire de l'activité physique plutôt là, que je dirais des médicaments ou d'autres trucs. Donc, on est quand même rendu assez loin. Donc, je dirais, quand je te disais, c'est paradoxal, donc c'est triste d'une certaine façon, mais on voit que les habitudes tendent à changer. Je pense que la pandémie, si tu as entendu là, toutes les demandes pour que le sport pour les jeunes là, reparte là, malgré le confinement, l'accès au gymnase, je pense que ça crée quand même un bon effet, puis je souhaite que ça se poursuive. Là. Ouais, c'est sûr que c'est important, mais c'est vrai que moi, l'une des choses, j'en avais parlé, je crois, dans le podcast, ça devait être la 5e émission sur Vive la bouffe avec Anne Rouleau de madamegermaine.com. L'une de mes surprises en arrivant au Québec, je connaissais les États-Unis, hein, et il y a beaucoup de choses qui sont quand même, on est quand même sur une culture nord-américaine. Et quand j'étais allé aux États-Unis la première fois, le phénomène, le problème d'obésité m'avait absolument sauté aux yeux, mais vraiment sauté aux yeux. Voilà, c'était difficile de pas s'en rendre compte. Ça n'a pas du tout, mais alors du tout été le cas ici. Alors que pour autant, et c'est ce dont je discutais avec Anne, le moins qu'on puisse dire, c'est que la nourriture est quelque peu sucrée. Hein. On a une légère tendance à mettre du sirop d'érable, même si c'est un excellent sucre. Mais bon, on a un peu tendance à mettre du sirop d'érable dans tout. Donc c'est très sucré, c'est riche. C'est vrai que l'hiver fait que vaut mieux qu'il y ait 2-3 calories l'hiver parce que quand faut aller pelleter de la neige, voilà, on a besoin. Mais j'étais quand même surpris, donc il doit quand même y avoir de l'activité physique assez importante, parce que sinon on aurait tendance à se rencrouter assez facilement. Ouais, ben ce qui est vraiment le magique, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.
Donc, je veux dire, là, c'est facile pour les gens. Là, comme tu dis, il y a les 4 saisons. Donc, l'hiver, oui, il y a pas d'été, mais il y a un paquet d'activités qui sont possibles. Que ça soit le ski, la raquette, le ski de fond. En tout cas, j'en passe, mais t'arrives aussi l'été où après ça, tu as accès là, à un nombre de lacs, de circuits, de rivières là, très, très important. Donc, c'est possible de faire un paquet d'activités, le cyclisme. Donc, vraiment, les opportunités. Puis, je pense que c'est ça la base aussi, des fois, d'aller chercher les gens. C'est le plein air qui va les attirer. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est un peu le paradis du sport en plein air ici. Vraiment, vraiment. Donc, c'est clair que tu peux avoir accès à des sports là, d'équipe ou des activités, mais monsieur, madame, tout le monde qui était dans son salon, rarement va dire, ben, je m'inscris puis je vais aller participer à une ligue de volleyball. Tandis que justement, d'aller marcher puis de voir des publicités qui vantent les parcs du Québec, puis de dire, ben, OK, je vais aller marcher, je vais aller faire une petite montagne, que ça soit là, tout près de Montréal ou quand on est à Montréal. Ben, c'est accessible. Puis après ça, ça peut donner la piqûre. Puis quand les enfants suivent, ben là, encore plus, là, eux aussi veulent avoir des défis. Ils veulent faire une montagne plus haute, ils veulent faire un sentier plus long ou camper pendant plus de nuits. Donc, c'est très, très accessible, c'est très, très varié. C'est vrai que l'accessibilité, j'allais dire presque géographique, voilà, on parlait de l'hiver. Moi qui suis, les auditeurs le savent maintenant, en rive sud de Montréal, bah, si je veux aller faire du ski, alors que je suis sur Montréal, hein, grosso modo, donc je veux dire dans un cadre urbain, si je veux aller faire du ski, je prends ma petite voiture, je roule pendant 25 minutes, et hop, je suis sur une station de ski. Ce qui veut dire que on a envie de faire un peu de sport, même en plein hiver, du sport d'hiver, mais il n'y a pas besoin de poser 2 semaines de vacances, de dilapider ses économies, parce que en France, en l'occurrence, on a des super stations de ski, mais elles sont loin et ça coûte un méga bras. Voilà. Là, c'est beaucoup plus accessible, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports d'extérieur, que ce soit l'été ou l'hiver, qui sont très 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 faciles de temps, même financièrement. Oui, Voilà. Là, j'imagine que toi, quand tu pars pour préparer ton triathlon, que ce soit avec ton vélo, à la nage, ou voilà, ça te demande pas un équipement. Enfin, t'as pas été obligé de vendre ta maison pour ça, quoi. Tu prends ton vélo et tu vas. Mais aussi, quand tu parles d'accessibilité, on parle de Montréal, mais c'est comme ça dans toutes les régions. Je veux dire, là, que ça soit dans des villes comme Québec, avec les plaines d'Abraham qui sont encore là. Tu peux faire du ski de fond, tu peux faire de la marche, puis après ça, tu es à quelques minutes là, de montagne, ou même dans d'autres régions. C'est vrai. Dans toutes les villes, je veux dire, les gens cherchent une qualité de vie. Les gens veulent avoir là, accès à ces activités-là. Donc, chaque municipalité fait un effort pour offrir des services à ses citoyens, mais aussi être reconnu à la grandeur de la province pour attirer des gens là, d'un peu partout, puis de faire fonctionner l'économie là, pour eux. C'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, comme je le pratique pas, en tout cas pas encore, j'avais pas pensé à en parler dans l'émission, mais cet hiver, je suis allé me promener sur le Mont-Royal. Donc là, pour le coup, on est en plein centre-ville de Montréal, juste pour faire une balade. Hein. Je voulais voir un petit peu le panorama de Montréal sous la neige, avec les lumières d'hiver. Enfin, c'était absolument magnifique. Et j'ai été très surpris de voir que partout, il y avait des skieurs ski de fond, voilà, sur des pistes. Donc on est et on les voit quand on descend le Mont-Royal, on les voit avec leur ski, j'allais dire, sur le dos, et qui rentrent juste dans leur condo, dans leur maison. Ça, on est en pleine ville, et après, c'est les autres qui ont les patins à glace, qui ont les luges, parce que la moindre pente est transformée en piste de luge. Donc, j'allais dire, c'est du sport du quotidien, pas forcément organisé, mais qui est très présent et qui fait beaucoup pour la qualité de vie. Ouais, puis j'ai un ami qui est à l'extérieur de Montréal, à Rigaud, là, à peu près, là, c'est une quarantaine de minutes. Lui, il va au travail en ski de fond, là, il habite tout près de la montagne, puis il y a des sentiers, donc soir et matin, c'est son moyen de transport, c'est le ski de fond. Donc pendant l'hiver, c'est quand même assez incroyable là, quand tu y penses. Ah oui, c'est fou. Ça, c'est pareil, je n'aurais jamais pensé, mais c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles moi français, avec l'organisation du sport et de la vie à la française, auxquelles je vais pas penser. Voilà, aller travailler en ski de fond. Tu vois, par exemple, avant, quand j'étais à Paris, j'allais souvent travailler à vélo. Alors plus contraint et forcé qu'autre chose, hein. C'est juste qu'il y avait deux trois grèves ces derniers temps de transport en commun, donc je pouvais plus trop prendre le métro, donc c'était parti en vélo. Et ici, je me suis dit, est-ce que je vais aller travailler à vélo et tout? Alors déjà, les distances, c'est pas tout à fait les mêmes. Et puis l'hiver, le vélo,
enfin, sauf avoir les gros vélos, les fat bikes, je crois, avec les roues absolument énormes, c'est quand même un poil casse-gueule, donc faut faire gaffe. Donc j'avais plutôt oublié, mais il me serait jamais, mais alors jamais venu à l'idée de me dire, pourquoi tu prendrais pas des skis de fond et t'irais pas. Ça reste quand même des cas d'exception, là. Oui, mais C'est pas vraiment- c'est vrai Mais que c'est pas, c'est c'est possible. pas. Et même, là, tu parlais de vélo, mais le vélo, l'hiver, là, il y a de plus en plus de gens là, qui circulent, même dans le coin de Montréal. Les pistes cyclables sont déneigées là, très, très rapidement pour donner accès là, aux cyclistes. Donc vraiment, c'est 12 mois par année. Les gens là, sont fiers aussi, c'est de diminuer un peu l'empreinte là, Oui. sur l'environnement. Donc c'est une super belle action et puis c'est bon pour la santé, justement. Ah bah ouais, ça tu m'étonnes que c'est bon pour la santé. Et puis en plus, l'hiver, avec déjà toutes les calories que vous brûlez parce qu'il y a la température, si en plus vous faites du sport, vous allez vite retrouver une ligne d'athlète. En gros, faut absolument que je fasse ça. Moi, je suis pas encore passé. J'ai encore l'activité sportive du français, si tu veux, et le régime culinaire du québécois. Donc le mélange a été moyennement glamour. Va falloir y travailler. Comme tu es coach sportif aujourd'hui. Ah oui, déjà, il y a une chose que j'ai pas précisé. Tu es coach sportif, mais tu es aussi podcasteur. Voilà, t'as un podcast que tu viens de lancer qui s'appelle Donne ton mieux, qui est un peu ton slogan. Donc, outre les conseils que tu vas pouvoir nous donner maintenant, j'invite tout le monde à écouter ton podcast. Voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes et c'est très sympa et très riche de conseils. Et justement, quels seraient toi tes conseils sur les sports à pratiquer, notamment dans le cadre d'une reprise d'activité? Là, on sort on sort. J'espère qu'on sort du Covid. Tout le monde a été un petit peu bloqué, réfréné, et alors pour le coup ici comme ailleurs, parce que j'en discute avec mes amis qui sont un peu partout dans le monde, il y a une envie d'extérieur, il y a une envie de bouger, il y a une envie de nature, il y a un besoin de nature, et j'ai l'impression que tout le monde passe ses week-ends chez Decathlon pour aller acheter pour aller acheter du matos. Sauf que d'expérience, je sais que passé un certain âge, quand on n'a pas fait de sport pendant un petit moment, quand on reprend, on a une légère tendance à se péter à peu près tout ce qui ressemble à un muscle et à vite se retrouver bloqué. C'est quoi tes conseils pour reprendre? Quel sport? Comment? Quel rythme? Ben, je crois le plus simple, ça demeure la marche. Donc ça, Voilà. Le truc auquel on pense pas. La marche, c'est du sport. la marche, et puis après ça peut découler là, sur un paquet de trucs. Donc, tu parlais du Mont-Royal, il y a d'autres parcs là, dans chacune des régions, comme je te le mentionnais. Mais après ça, à travers le Québec, tu as des endroits là, incroyables pour aller faire de la randonnée. Puis c'est pas toujours, je pourrais te parler du Mont-Albert, du Mont-Jacques-Cartier, qui sont les plus hauts sommets au Québec, mais il y a aussi des trucs sur la durée, tu peux avoir, il y en a pour tous les goûts. Donc, traversée de Charlevoix, où tu peux partir une randonnée de 105 km. Tu commences pas par ça, évidemment. 105 km. Il est fou. Tu sais qu'il y a des voitures pour ça. Ouais, mais tu peux le faire en vélo de montagne, puis même avec les vélos à assistance électrique. Maintenant, il y a des choses qui sont de plus en plus accessibles. Mais mon point, c'était que des fois, il suffit de commencer, puis tu n'as aucune idée comment ça va finir par découler. Puis si la marche c'est pas ton truc, ben je veux dire, tout près là, puis là je parle de la région de Montréal, mais c'est pareil là partout. Je veux pas vexer là d'autres. Oui, bah oui, parce que c'est sûr que les sports d'extérieur ici, c'est vraiment toute la province, quoi. Tout à fait. Donc tu peux aller faire du canot ou du kayak ou du paddleboard. Je veux dire, dans Laval, le parc de la rivière des Mille-Îles, c'est à 15 minutes de Montréal, donc tu peux essayer ça. Puis après, je pense que c'est juste de prendre l'habitude. Le plus important, là, c'est de garder cette habitude-là, puis d'essayer. Je veux dire, le plus simple, ça sera tout le temps ça, d'aller voir. Il y a tellement de panoplie là, énorme que c'est d'essayer. C'est quoi finalement notre truc, la raquette, c'est magique là, après une grosse bordée de neige. Tu parlais des stations de ski, et puis les organisations sont de plus en plus soumises à une forte compétition, donc essaie aussi d'agrémenter là, vraiment là, le plus possible. Je parlais de vélo tantôt là, quand on parlait de l'entraînement, mais le vélo aussi, là, je veux dire, le réseau de pistes cyclables là, est énorme. Tu me diras qu'on a des nids de poules, puis c'est peut-être le plus gros obstacle là, au vélo. Moi, j'appelle pas ça des nids de poules, j'appelle ça des poulaillers. Il y a un truc, c'est pas une poule que tu mets dedans, hein. Tu mets vraiment tout le poulailler, c'est énorme. C'est dangereux, c'est triste, mais tu peux partir là, pas très loin de Montréal. Il y a une piste cyclable là, qui s'appelle le Petit Train du Nord, qui est vraiment fermée là, à la circulation. Donc, tu prends l'ancien trajet là, du Petit Train du Nord, puis tu peux rouler à vélo. Puis chacune des anciennes gares est devenue un poste d'accueil. Donc tu peux faire une randonnée là, d'une journée, mais
Tu peux aussi, là, il y a un service de transport, de navette qui peut t'amener là, à un point précis, qui va amener tes bagages, puis tu fais juste rouler. Puis si tu commences là, de la partie nord vers le sud, ben en plus, tu as une petite pente descendante là, qui peut être très aidante là, pour ça. Mais comme je te disais, je pense qu'aussi les vélos électriques, là, ça donne aussi une liberté plus grande à certaines personnes qui n'auront pas tout le temps là, la même capacité, mais maintenant, avec ces petits moteurs-là, là, ça aide beaucoup. Ouais, ça aide pas mal. A priori, ça aide pas mal au Tour de France aussi. Enfin, ça, c'est un autre sujet. On en entend. J'ai pas osé le mentionner, mais j'ai entendu un petit reportage là-dessus, c'est assez troublant. Oui, c'est assez troublant. De toute façon, le Tour de France, d'une manière générale, c'est assez troublant. Passer les paysages qui sont absolument magnifiques. Quand on s'intéresse aux résultats depuis une vingtaine d'années, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est troublant. Vous qui nous écoutez, malheureusement, vous n'avez pas l'image parce que je me suis pas encore mis à l'image, mais vous devriez voir le visage de Martin là pendant qu'il nous racontait tous ces endroits magiques où on peut aller faire du sport. Il a les yeux qui brillent, le sourire jusqu'aux oreilles qu'on peut faire un nœud avec. Enfin, on sent que t'es vraiment un passionné et t'es vraiment un passionné, j'allais dire plaisir. D'ailleurs, le nom de ton podcast et j'allais dire ton mantra, je crois, en tant que coach, c'est donne ton mieux. Je comprends donc que t'es vraiment sur une optique plaisir plus que la performance pour la performance, vraiment plaisir. Et moi, il y a une question très particulière dessus, parce que j'ai fait beaucoup de sport à un moment donné, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris, j'ai fait ça de manière assez cyclique, et je sais que le sport, c'est aussi lié à la douleur. Il y a un moment donné, là, on peut pas, voilà, on a mal, plus ou moins mal et tout. J'aimerais bien savoir quel est ton conseil et ton rapport, toi, justement, à quelqu'un qui ici arrive dans ce cadre absolument magique du Québec, où on peut faire du sport, du sport naturel, du sport d'extérieur toute l'année, et du coup très varié. Hein. Je fais du kayak l'été, mais je vais faire de la raquette l'hiver. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi se faire un gros programme, d'en prendre plein les mirettes aussi, tellement les paysages sont beaux. Sauf qu'il faut gérer aussi à un moment donné le côté la douleur, le froid. Comment est-ce que raisonnablement on gère le rapport à la douleur qui est inhérente avec le sport? Je pense qu'il faut connaître son corps là, minimalement. C'est sûr que si on prend l'exemple de la course à pied, c'est quelqu'un qui se lance à la course à pied qui n'en a pas fait là, depuis un bon nombre d'années. Évidemment, on va commencer peut-être avec des intervalles de marche-course, mais quand tu fais la course, oui, ça va ça va faire mal d'une certaine façon. Tu te sens essoufflé, tu peux avoir des douleurs le lendemain. Ça devrait passer là, après là, quelques jours, quelques semaines. Évidemment, si c'est quelque chose de plus aigu, plus pointu, là, il faut aller consulter. Je pense que faut pas attendre. Des fois, c'est un peu là, la tentation là, de dire puis c'est un peu le lien avec le donne ton mieux, c'est que t'as pas besoin de tout le temps être à fond de train pour avoir du plaisir, mais aussi pour t'améliorer. Puis, dans le fond, c'est un objectif que tu te donnes pour toi, c'est un défi que tu te donnes pour toi. Et puis, on est chanceux maintenant avec les réseaux sociaux où tu as accès à des groupes, que ce soit pour la course, peu importe l'activité, ou même tu vas avoir des physiothérapeutes qui vont donner leurs conseils, tu vas avoir des nutritionnistes aussi. Donc, c'est quand même facile d'avoir accès à cette information-là pour pas se planter puis pour pas se blesser. Donc, je pense que c'est une belle opportunité. Mais comme je te disais tantôt, moi je pense que c'est se faire confiance, comprendre que oui, si on change pour faire une activité là, qui est vraiment le plus exigeante côté cardiovasculaire, ça va prendre un petit bout de temps pour s'adapter, mais en s'adaptant, c'est justement ça qui fait qu'on va s'améliorer. Mais la première douleur, c'est-à-dire que effectivement, pour moi, il y a deux types de douleurs. Il y a la douleur de blessure. Normalement, toute personne qui a fait un tout petit peu de sport un jour, enfin même toute personne sent quand il se blesse ou quand il est en train d'aggraver une blessure, il y a que, pour le coup, j'allais dire, il y a que les sportifs professionnels, les grands champions qui sont parfois un petit peu dans le déni. Je pense à ça parce que je repense à une scène absolument lunaire. Je sais pas si tu t'intéresses au football, ce que vous autres vous appelez soccer pour une raison encore assez étrange à mon goût. Il y a une scène absolument lunaire où on voit Kingsley Coman, l'un des joueurs de l'équipe de France, qui en plus malheureusement est réputé pour être à peu près aussi bon qu'il se blesse souvent, et il se blesse très souvent, c'est dire à quel point il est bon. Et il se blesse de toute évidence, il se blesse pendant le match face à la Suisse sur lequel on a été battu par nos amis suisses, et il refuse de sortir, mais il se fout littéralement sur la tronche avec son entraîneur parce qu'il ne veut pas sortir. Il peut quasiment plus courir.
mais il est dans le déni complet. Donc bon, allez, mis à part ces cas exceptionnels-là, on ressent franchement quand on est blessé. Mais la question que je te posais, c'est imagine, voilà, prenons un cas alors complètement théorique. On imagine quelqu'un de 46-47 ans, tu vois, qui voudrait reprendre le sport après une année de pandémie et après avoir pris un petit peu de poids, qui se souvient qu'il y a 25 ans, il était plutôt carrément sportif, donc il va vouloir s'y remettre. Et normalement, quoi qu'il fasse, au bout de 5 minutes, il va commencer à avoir mal. Et quand je dis avoir mal, c'est les muscles, les muscles qui sifflent un petit peu, qui sont lourds, toi, l'acide lactique qui t'envahit un petit peu de partout. Et il y a ce moment quand même très très précis où tu te dis je continue ou j'arrête. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ton conseil, c'est quoi? C'est de dire ce moment-là, faut le dépasser, ou ce moment-là, c'est déjà un premier signal, et le lendemain, je vais juste essayer de repousser le moment où ce signal-là va arriver. Ben moi, je pense il faut être très patient. C'est important. Toi, tu parles de 5 minutes, mais souvent, les gens vont dire, ben parfait, moi, j'ai pas fait de sport. Je vais aller courir pendant 45 minutes. Mais évidemment, là, c'est trop rapidement. Dans le cas hypothétique là, de quelqu'un de 46-47 ans qui veut recommencer. Très hypothétique. Très hypothétique. Je pense que oui, il faut passer par-dessus là, cette douleur-là, savoir là, que ça va se passer. Et puis, moi, ce que je te dirais, c'est peut-être de faire attention, d'aller tranquillement. Il y a un bout, là, tu parlais de douleur là, extrême là, avec ton joueur de football, mais si on s'enligne, puis notre objectif, c'est de marcher 5 minutes ou de courir 5 minutes, peu importe, mais normalement, tu devrais pas avoir mal après la première minute. Ce que tu veux, c'est d'arrêter là, soit tout de suite avant ou tout de suite après la douleur pour que ça soit agréable. Le but, faut pas que ça soit là, une corvée, c'est pas de la torture là, quand on se remet au sport. Oui, ça peut être difficile, mais le but, c'est de garder cet intérêt-là, puis d'arrêter là, avant qu'on trouve ça trop difficile, tout simplement. Faut que ça reste du plaisir, quoi. Tout à fait. Ouais. En même temps, le plaisir, il est pas compliqué ici, hein, parce que ce que je vous disais, c'est que faire du sport à l'extérieur, c'est d'abord un ravissement pour les yeux. D'ailleurs, l'une des choses pour essayer d'avoir un peu repris, parce que plus sérieusement, j'essaye quand même de m'y remettre un petit peu, mais l'une des choses les plus compliquées quand on fait du sport ici, notamment qu'on va se balader dans le cadre naturel absolument magique qu'il peut y avoir sur tout le Québec. La plus grosse difficulté, c'est de pas s'arrêter toutes les 3 minutes pour prendre son appareil photo et faire des photos et enregistrer des images parce qu'on passe, voilà. Enfin, il faut profiter de l'instant présent tellement franchement c'est beau et garder bien les yeux ouverts. Une autre question que j'ai pour toi, parce que t'es très axé sur le sport d'extérieur. En ça, je trouve que t'es très québécois, puisque c'est le terrain de jeu naturel qui t'a été offert et qui m'est offert aujourd'hui. Mais je le disais dans l'introduction, les gyms ici, ça pousse quand même comme des petits pains. C'est financièrement, je trouve, très accessible. Toujours parce que évidemment, je fais la comparaison avec la France, où il y en a aussi pas mal en milieu urbain, mais ça coûte assez cher. Ici, ils sont accessibles. Est-ce que déjà pour toi, aller au gym, c'est du sport ou? Ben oui. Non, mais tu sais, mais il y a des gens qui m'auraient répondu, bah non. Ben, moi, je te dirais, c'est pas mon truc, là, je le fais là, par nécessité. Là, mais par contre, tu le fais par nécessité. Oui, parce que je sais que dans la pratique de mon sport, ça va avoir un impact positif. Donc oui, j'ai pas le choix, je le fais. Mais si tu me demandes est-ce que ça te tente d'aller faire 1 heure de musculation ou ça te tente d'aller faire 1 heure, peu importe, là, de patin à glace, ben, je vais aller patiner là, sans hésiter. Mais il y a des gens pour qui là, vraiment c'est leur truc, puis qui travaillent, puis qui aiment tu parlais de souffrance, mais je veux dire, quand tu es rendu à la fin là, d'une série de répétitions, peu importe l'exercice, il faut que tu aimes souffrir. Puis ces gens-là, je pense que aiment ça, puis voient des résultats, puis sont heureux là-dedans. Puis encore là, ça reste l'accessibilité, ça reste de trouver, un peu comme je te disais tantôt, d'essayer plein de choses, puis de voir ce qui nous plaît. Toi, en tant que coach, tu vois une certaine complémentarité ou pas forcément plus que ça? Oui, je dirais oui, mais pas au niveau on parle beaucoup là, d'exercices de mouvement, évidemment, je vais chercher le nom, mais pour la stabilité, pour avoir là, de l'amplitude de mouvement. Donc ça, c'est des exercices qui peuvent être intéressants aussi, pas nécessairement là, pour aller se faire là, des gros bras, puis
un corps de plage. Un summer body. Mais tu vois, les entreprises commencent de plus en plus à offrir des services comme ça, avoir un gym carrément là sur le milieu de travail, offrir des cours ou des activités pour faire en sorte que leurs employés soient en forme. Je veux dire, la prévention, ça restera toujours là, ce qui est le moins coûteux puis ce qui est le plus facile. Et là, tu vois, quand on a parlé de gym, tout de suite, tu as parlé plutôt, j'allais dire, musculation, donc les haltères, les trucs comme ça. Mais en général, dans tous les gyms, il y a aussi toute une partie cardio. Il y a des cours. Voilà, il y a les cours et il y a toute la partie cardio. Et notamment, toi qui es très axé sur la course, puisque tu parles de marathon, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a une vraie complémentarité avec les tapis? Je vais te dire pourquoi je te pose la question. J'ai un ami en France qui te ressemble pas mal, c'est-à-dire que c'est un fou de course à pied, de triathlon, et lui ce qu'il aime bien c'est les Ironman, hein, donc autant dire que c'est un grand malade. Il me faisait marrer parce qu'il me racontait que pour aller dîner le dimanche midi chez ses parents, bon, il y allait en courant histoire d'être sûr de pouvoir bien digérer le repas qui serait un peu lourd. Bon, c'est juste à 25 bornes, hein, puis après il faut revenir. Donc ça fait quand même 50 km à courir dans la journée après le repas du dimanche midi. Enfin, pour lui, ça lui semble naturel. Et malgré d'évidentes énormes qualités de course, il m'a toujours dit que lui, courir sur un tapis roulant, c'est un truc qu'il peut pas, quoi. Il peut pas. C'est-à-dire que c'est pas qu'il peut pas, j'allais dire intellectuellement, c'est que physiquement, c'est presque qu'il s'en sentait pas capable. C'est-à-dire que a priori, toi tu sais certainement ça, mais ça a l'air pas la même chose. C'est pas la même chose parce que je veux dire, le tapis, dans le fond, initie un peu le mouvement. Le même, là, ce qu'on dit, là, c'est qu'on devrait mettre une inclinaison là, sur le tapis de 1 à 2% pour qu'il y ait un peu le même niveau d'effort à la même vitesse. D'accord. Donc, oui, ça peut être très utile. Là. On en a parlé. Je veux dire, auparavant, les hivers, là, il y avait de la neige. Là, il y avait vraiment de la neige quand j'étais tout petit. Là, je veux dire, avant Noël. Maintenant, la question, c'est toujours de savoir est-ce que ça sera un Noël blanc. Donc, de courir sur le tapis roulant, ça peut être un bon exercice. Mais je partage un peu son point de vue. Si tu me donnes le choix d'aller courir dans un gym, même si c'est vitré, tout dépendant, mais de la vue que tu vas avoir, donc ça risque probablement d'être la rue. Là, oui, en général, ils sont près des voies, des voies, des 4 voies. Enfin, faut aimer les bagnoles, quoi. Tout à fait. Donc, si j'ai le choix entre courir sur le tapis ou courir à l'extérieur, je vais aller à l'extérieur. Et ça, même l'hiver. Et il y a quand même une grosse proportion là, des gens qui vont continuer là, de le faire. Mais ceci dit, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas d'objectif là, de performance, qui veulent marcher ou courir, qui ont un tapis roulant, puis qui vont regarder Netflix ou écouter un podcast là, pendant qu'ils vont faire leur exercice sur le tapis. Là. Puis ça reste aussi encore, pour l'hiver, c'est plus accessible, c'est plus rapide. Tu n'as pas besoin d'enfiler 3-4 couches de vêtements là, pour te mettre à l'exercice. Donc il peut y avoir quand même une vraie complémentarité entre, on va dire, peut-être un usage un peu plus intense du gym en hiver, pour effectivement les questions que tu disais peut-être de commodité, et profiter sur les 3 autres saisons où franchement l'extérieur et moi je me languis, parce que l'année dernière ça n'a pas été possible, mais je me languis de pouvoir aller faire des sorties en extérieur lorsqu'adviendra l'automne. Alors non pas que je sois pressé que l'été s'en aille, hein. Je suis content d'avoir un peu de chaleur, mais l'automne est tellement magnifique ici. Avec les couleurs. Ah ouais, d'ailleurs, 2 week-ends, on appelle le festival des couleurs, où les gens vont un peu dans d'autres régions, que ce soit dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est, pour apprécier ça. Donc, c'est une belle saison pour les sports d'extérieur. Qu'est-ce que tu proposes, toi, chez Transit Endurance pour déjà, qu'est-ce que tu proposes et à qui? En fait, c'est des services là, d'accompagnement et puis là, de coaching. Moi, ce que j'aime, c'est d'accompagner les gens. C'est peut-être mon passé là, d'éducateur physique. J'aime voir les gens progresser. J'aime enseigner. Donc, c'est pas uniquement de donner un programme d'entraînement puis débrouille-toi, on s'en parlera là, dans un mois, voir où t'es rendu. C'est vraiment faire un suivi là, pratiquement quotidien avec les athlètes, peu importe que ce soit pour la course à pied ou le triathlon. Donc, c'est des services individualisés, vraiment là, par rapport aux forces, faiblesses de l'athlète en question, des gens qui peuvent soit commencer ou qui ont plus d'expérience. Donc, c'est quand même assez, je dirais, c'est assez vaste. Puis,
la philosophie, c'est ça, c'est donne ton mieux. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps parfait. Tu peux te donner un défi. Puis pour quelqu'un, courir 5 km, ça va être son défi. Puis pour d'autres personnes, ça sera justement un Ironman. Mais l'important, c'est de trouver le défi qui va challenger un petit peu la personne et qui va lui donner quand même le goût. Puis une des erreurs, puis des fois, là, c'est triste parce qu'on valorise ces exploits sportifs là, de longue durée, comme faire un marathon. Mais il faut prendre le temps parce que oui, les gens vont probablement réussir à le faire, mais si après le marathon, après l'Ironman, ils décident de laisser tomber le sport, ben ils sont pas plus avancés, ils reviennent à la case zéro. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, constamment là, en contact avec les personnes que j'entraîne, développer une relation, ça je pense que c'est très très important aussi, donner la motivation parce qu'on parlait là, des saisons, mais oui il y a des fois où c'est plus difficile l'hiver, puis à la limite je dirais même l'automne ou le printemps quand c'est gris, quand c'est de la pluie, quand c'est du verglas. Il faut garder là, un peu la motivation des gens puis les accompagner là-dedans. Là. Et le podcast là-dedans, le podcast Donne ton mieux, donc tu viens juste de lancer, il va prendre quelle place justement? Il va contribuer à accompagner les athlètes? Oui, vraiment, c'est de prendre des trucs là, hors du commun. Que ça soit là, encore la semaine dernière, là, il y avait un Ironman à Cœur d'Haleine aux États-Unis, puis le Canadien Lionel Sanders qui un des meilleurs là, dans le circuit Ironman, était en tête de la course à égalité. Donc, après la nage, après le vélo et à la mi-course, son corps lâche. Donc, vraiment, il y a des problèmes le gastro-intestinaux. On le voit le vomir à l'écran. Il est obligé de marcher. Il se fait dépasser par des triathlètes là, qui, je veux dire, qui sont pas dans sa catégorie. C'est un professionnel. Donc, c'est de partir avec, tu vois, un événement comme ça et puis de trouver pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter, qu'est-ce qu'on peut faire, puis dans le fond, c'est les leçons qu'on peut tirer d'un événement comme ça. Donc, on va parler de coups de chaleur, on va parler de vieillissement aussi, un peu la performance avec le vieillissant. Donc, il y a plein de thèmes comme ça que je veux aborder pour montrer aux gens que oui, ça peut être des professionnels, ça peut être des choses qui sont hors du commun, mais qui peuvent s'appliquer à eux, puis leur éviter peut-être de faire des erreurs qui vont être douloureuses. Ah, tu m'étonnes que ça va être douloureux. Bon, super. Moi, j'ai écouté le premier. On avait un peu discuté un petit peu avant. C'est vraiment super et je vous le conseille. C'est sur toutes les plateformes, il me semble. Oui. Bah voilà. Tout à fait. Et c'est gratuit. Donc allez-y, messieurs dames. C'est vraiment super. J'ai une toute dernière question. J'ai 2 dernières questions pour toi. Imaginons, je te donne une baguette magique. T'as le droit d'un vœu pour c'est-à-dire promouvoir le sport, la pratique du sport, entends la question comme tu le veux, au Québec. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu apporterais pour que le Québec, qui, malgré tout, tu disais tout à l'heure, c'est un peu paradoxal, et sportif, oui et non, j'allais dire, pour que ça devienne vraiment une nation sportive, une nation qui donne son mieux. Ben moi, on a commencé un petit peu, mais il y a des crédits là, qui sont accordés là, pour les enfants là, pour la pratique du sport ou d'activités culturelles. Mais je pense que ça serait d'étendre ça, de donner vraiment les gens qui font attention là, à leur santé, je veux dire un crédit d'impôt ou un incitatif pour vraiment le pratiquer. Donc vraiment, les gens qui le font là, de façon là, je veux dire, instantané, qui décident de le faire là, pour se faire plaisir, c'est une chose, ça c'est facile, mais les gens qui sont encore peut-être un petit peu plus réfractaires ou qui ont un petit peu plus peur, de leur offrir peut-être une possibilité là, de faire du sport, puis des fois d'aller là, sauver là, des coûts, là, même si c'est pas là, super faramineux, mais de commanditer ou de un peu le parrainer l'achat, je sais pas, de vélos ou d'équipements comme ça. Je pense que ça reste l'accessibilité. Pour moi, c'est le secret. Puis la prévention. Puis on y arrive, ça s'en vient. Je te disais là, que j'étais déçu au début de l'épisode sur la place dans les écoles, mais je pense que malgré tout, il y a un souci. Puis le fait que les générations là, qui s'en viennent, qui sont un peu plus jeunes dans la trentaine, eux ont pris ça comme habitude, ben éventuellement ils vont grandir, vont vieillir, puis ils vont peut-être aussi instaurer ça, puis installer ça dans leur famille. Oui, puis c'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais discuté, alors de mémoire un peu hors antenne avec
avec Hugo Kavenaghi dans l'émission Apprendre au Québec. Alors d'ailleurs, sachez-le, mais Hugo Kavenaghi m'a été fortement suggéré par l'ami Martin Beauregard, qui m'a dit s'il y a un mec qu'il faut que tu interviewes absolument pour parler d'éducation, c'est lui. Et il vient du sport, lui aussi. Il vient du sport. C'est un prof de sport au départ. Et moi, j'ai été assez surpris qu'un prof de sport arrive à un poste comme le sien aujourd'hui, parce que j'avais toujours l'image, là aussi un peu franco-française. En tout cas, c'était mon expérience à moi, où le prof de sport dans le corps professoral était un petit peu, on va dire, un petit peu chahuté, un petit peu mis de côté. Enfin voilà, c'était celui qui ne pensait pas comme les autres, qui faisait pas comme les autres, puis fondamentalement, il faisait pas tout à fait le même métier que les autres. Enfin, voilà, il y avait toujours un côté, nous sommes des intellectuels, et puis il y a le sportif. Et j'étais très surpris de voir que lui, quand même, c'était le PDG d'une institution éducative majeure. Et il me faisait cette remarque très souvent déjà, et de plus en plus, et c'était la bonne nouvelle, les profs de sport intégraient les hautes directions des établissements, parce que Vraiment, il y en a beaucoup. voilà. Et ce qu'il me disait, c'était que le prof de sport était, alors notamment en France, le seul prof qui recevait une éducation pédagogique. Le seul. Les autres apprennent apprennent l'histoire, apprennent l'anglais, l'espagnol, le français. Voilà, ils apprennent leur matière, mais ils apprennent pas forcément la pédagogie. En tout cas, pas trop. Le prof de sport, tout est axé sur la pédagogie. Et il disait que déjà, notamment au Québec, il y avait une ouverture beaucoup plus forte pour que le prof de sport soit reconnu, soit un membre à part entière, et voire occupe, comme c'est son cas, des fonctions assez importantes et prestigieuses, mais que le mouvement était même en train de s'accentuer. Donc peut-être que ton rêve, il est en train de se réaliser, mon ami. Ouais, j'espère. Dernière question, et après je te laisse à ton entraînement, parce que là je te vois, ça fait une semaine, ça fait 1 heure que t'es assis presque, t'es en train de t'empâter, c'est pas possible. Dernière question, s'il y a un sportif québécois que je devrais inviter à mon micro pour parler du sport au Québec, limite le sportif québécois que t'aimerais interviewer toi aussi, rencontrer, ça serait qui? Moi, je te dirais Pierre Harvey. Donc, c'est le père d'Alex Harvey, là, qui est un fondeur là, émérite, mais son père était aussi là, un skieur, un fondeur, mais qui a participé aussi aux Olympiques en cyclisme. Donc, il y a une version là, justement là, des deux Olympiques, donc c'est vraiment là, c'est assez phénoménal. Donc, ça va dans la famille. Là, je veux dire, son fils aussi là, a gagné plusieurs Coupes du Monde, puis est allé aux Olympiques à quelques occasions. Mais Pierre Harvey, c'est pour moi, si j'avais moi à faire une interview, c'était la question. Je te dirais que ça serait la personne à qui j'aimerais parler. Ça, dans les sportifs de haut niveau, ça restera l'une des choses qui m'étonne toujours le plus, c'est cette capacité que bon nombre, en tout cas, ont à exceller évidemment dans un domaine et à pouvoir tout d'un coup exceller dans un autre domaine sportif. Voilà. Et je pense notamment à un skieur français dont j'ai oublié le nom là tout de suite parce que j'avais pas préparé la question, mais qui s'est recyclé après en pilote automobile. Voilà, Luc Alphand. Donc a été champion du monde, champion olympique, voilà. Et à la fin de sa carrière, il s'est recyclé dans pilote automobile de rallye et il a gagné des rallyes comme le Paris-Dakar ou des choses comme ça. Et a priori, être skieur ne te prépare pas plus que ça à tourner un volant, manier un levier de vitesse et appuyer sur des pédales. Mais voilà, des sportifs, et a priori, Pierre Harvey, c'est ça? Oui. Pierre Harvey, être champion de ski et passer aux Jeux Olympiques en vélo, enfin c'est... Voilà, je comprends. De voir que dans la aussi, là, c'est assez spectaculaire. Là. Martin, je te remercie énormément. C'était absolument passionnant. J'ai appris plein de trucs, comme d'habitude. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ton programme maintenant? Là, tu vois, il y a une course là, prochainement. Là, c'est un sprint là, à Laval. Et à la fin de l'été, ça va être un triathlon olympique là, à Montréal, donc le triathlon Esprit. Bon. Donc, c'est vers ça que je m'enligne d'ici la fin de l'été, puis on verra s'il y a d'autres occasions là, qui se présentent. Bon, bah écoute, je sais où te voir si je veux aller te rencontrer. Il est possible que moi je sois plutôt sur le bord de la route, parce que je suis plutôt en phase de reprise. Mais je t'encouragerai. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci Jean-Michel. Ciao.
Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.